Comme vous le savez, l'agriculture fait face à de nombreux défis techniques. L'Académie des technologies et l'Académie d'agriculture de France se sont posé la question de savoir en quoi les technologies en développement pourraient permettre aux agriculteurs d'y faire face dans le cadre d'une agriculture durable. Elles ont établi un groupe de travail comprenant une trentaine de spécialistes de différentes disciplines, tout en étant conscientes que la technologie peut contribuer à certaines solutions, mais ne peut pas apporter seule toutes les réponses. Le groupe a auditionné 10 agricultrices et agriculteurs représentant des productions diverses et pratiquant différents modes de culture, conventionnels et biologiques. L'objectif de ces auditions était de connaître les principales préoccupations de ces producteurs et les défis techniques auxquels ils étaient confrontés. Ces défis techniques ont ensuite été présentés à des chercheurs et des industriels du secteur pour analyser les solutions que pourraient apporter les développements récents des innovations dans leur domaine d'expertise. Les résultats de ce travail ont été publiés dans un livre début 2019 par nos 2 académies. Je vais vous présenter les principaux défis techniques qui nous ont été indiqués par les agriculteurs. Tout d'abord, les problèmes de parasitisme, maladies et ravageurs, avec un regard particulier sur les effets du changement climatique et des maladies émergentes. Ce défi est accru du fait de la suppression d'un nombre de plus en plus important de produits phytosanitaires sans solution immédiate de remplacement, ce qui provoque parfois la réapparition de maladies qui ne posaient plus de problème. Cette année, par exemple, nous avons eu le cas de la jaunisse de la betterave qui illustre bien la situation. Le deuxième défi est la maîtrise des plantes adventices, qui reste une difficulté majeure. Comme la maîtrise du parasitisme, le problème est aggravé par la suppression de nombreux produits phytosanitaires. Cette question est particulièrement importante en grande culture, suivant les normes de l'agriculture de conservation. Enfin, le problème de l'eau est essentiel et l'irrigation peut être un élément clé de la diversification des cultures. Ce sujet est également mis à l'ordre du jour par les concepts de relocalisation et de territorialisation de l'agriculture. Les limitations en eau en période sèche sont très handicapantes. Elles sont aggravées par des difficultés réglementaires. Il y a un besoin de politiques de stockage de l'eau et de techniques de gestion fines au quotidien de l'irrigation. En dehors de ces 3 défis principaux, plusieurs problèmes également importants ont été abordés. La nécessité d'une meilleure connaissance détaillée des parcelles pour optimiser l'irrigation, la fertilisation azotée et son adaptation aux besoins précis des cultures, qui devient de plus en plus délicate du fait de la gestion de la fertilité des sols en lien avec des restrictions dans de nombreux environnements. Le besoin de prévisions météorologiques plus fiables à court terme et si possible au niveau de la parcelle, le besoin de développement de variétés de certaines espèces utiles pour diversifier l'assolement, comme par exemple des variétés de pois résistantes à l'agent de la pourriture racinaire, ce qui faciliterait le plan protéagineux français, l'un des objectifs d'aujourd'hui. Le besoin d'outils de récolte polyvalents et de matériel agricole permettant de travailler par tous les temps sans abîmer la structure des sols, et enfin l'adaptation des variétés au changement climatique. De quelle façon les développements technologiques permettront de faire face à ces défis ? Il ne me sera pas possible de tout traiter dans cette courte présentation. Je me concentrerai donc sur une synthèse concernant les maladies et les ravageurs. La maîtrise des parasites et des ravageurs est, je l'ai déjà dit, l'un des défis majeurs rencontrés par les agriculteurs, d'autant que les méthodes conventionnelles basées sur la chimie de synthèse sont aujourd'hui de plus en plus souvent remises en cause pour différentes raisons. La protection des cultures contre les ravageurs comprend 3 phases. D'abord, la prophylaxie,
pour diminuer le risque, puis l'étude de ces risques grâce aux outils d'aide à la décision, les OAD, et enfin, quand le risque est avéré, les traitements soit à l'aide de molécules de synthèse, soit par le biocontrôle. Commençons par la prophylaxie, qui nécessite une approche agronomique. Ainsi, avant de réfléchir à des solutions ponctuelles, il faut penser à une approche globale dans le cadre du système de culture, de l'assolement et de la rotation, afin de limiter la pression parasitaire. Ceci est d'ailleurs également vrai pour la maîtrise des adventices. Les outils de modélisation et de simulation de la croissance des plantes permettent maintenant de modéliser les rotations de culture en prenant en compte les cycles de développement des attaques parasitaires et en intégrant l'historique des rotations précédentes, obtenues par divers capteurs de plus en plus développés. À partir de ces outils prédictifs, il est possible de calculer les rotations les mieux adaptées et d'identifier les meilleures pratiques dans un contexte pédoclimatique local en réduisant ainsi les risques de parasitisme. Un des enjeux pour progresser dans cette voie est de disposer de bases de données importantes pour construire par apprentissage une modélisation suffisamment précise pour prendre en compte les interactions entre les parasites, les cultures et l'environnement. Si les technologies numériques apportent des éléments incontestables de progrès, elles soulèvent aussi de nombreux questionnements sociétaux et éthiques auxquels il faudra apporter des réponses pour qu'elles puissent se développer pleinement. Sur le plan technique, il faut aussi que l'on puisse assurer la cohérence et l'interopérabilité des données. Je classerai également le choix de la variété dans les mesures prophylactiques, car l'agriculteur, en choisissant des variétés résistantes, diminue la pression parasitaire. Le rôle de l'amélioration des plantes est donc important. Depuis de nombreuses décennies, l'amélioration variétale a fait ses preuves pour la création de variétés résistantes aux parasites. Pour ce faire, les outils à la disposition du sélectionneur se sont diversifiés au fur et à mesure du progrès des connaissances dans différents domaines, biologie, génétique, mais aussi électronique, informatique, biophysique, etc. Aujourd'hui, certains outils permettent de mieux évaluer et d'utiliser la variabilité génétique disponible grâce au phénotypage à haut débit et au marquage moléculaire. D'autres outils, la transgénèse, la mutagénèse dirigée, connue aussi sous le nom de l'édition du génome, et l'édition d'allèles, permettent de créer une nouvelle variabilité, soit à l'intérieur d'une espèce, soit en transférant des caractères d'une espèce à une autre. Il est intéressant de noter qu'Isabelle Charpentier, chercheuse française, vient d'obtenir le prix Nobel de chimie pour ses avancées dans ce domaine, mais que pour le moment, les résultats de cette technologie sur le végétal ne pourront pas être utilisés en France. Il faut aussi noter que les développements récents permis par le numérique nous orientent également vers une création variétale par modélisation. Voici ce que l'on peut dire brièvement sur la prophylaxie. Une fois le maximum de précautions prises, il faut surveiller les parcelles afin de savoir s'il est ou non nécessaire de traiter. Ceci se fait grâce à des outils d'aide à la décision. Durant le XXe siècle, les bulletins d'avertissement agricole ont accompagné plusieurs générations d'agriculteurs et de jardiniers dans la protection raisonnée des cultures. Ces publications techniques à diffusion périodique étaient acheminées par courrier postal, puis à partir des années 2000, par Internet auprès d'un lectorat abonné. Ces avertissements agricoles étaient aussi repris par les conseillers agricoles et affichés dans des dépôts des coopératives. Il s'agissait avant l'heure d'OAD.
Les progrès récents en récolte, partage, interprétation et transfert d'informations permettent maintenant d'affiner cette approche pour des aides à la décision plus précises et plus ciblées. Cette approche est également facilitée par la mise au point de détection précoce des pathogènes. Il s'agit d'un secteur en plein essor avec plusieurs types d'applications. Des nez artificiels intelligents, capables de détecter des composés organiques émis par les plantes lors d'attaques de pathogènes, des applications vidéo et des sites web permettant de reconnaître les maladies auxquelles les plantes sont confrontées, et le piégeage par des capteurs de spores de champignons parasites dans l'air ambiant. Toutes ces techniques sont en développement. Elles autorisent une utilisation plus précise des produits de protection et vont donc dans le sens souhaité d'une diminution des quantités utilisées. Lorsque les conseils indiquent qu'il faut traiter, on passe alors à la troisième phase, les traitements. Deux approches sont possibles. L'utilisation de produits issus de la chimie de synthèse ou le biocontrôle. Commençons par les produits issus de la chimie de synthèse. Il y a actuellement une forte pression sur l'utilisation des molécules de synthèse, soit en ce qui concerne les volumes épandus, soit en ce qui concerne les caractéristiques des molécules elles-mêmes. Pour la diminution des quantités épandues, des progrès importants sont faits en machinisme agricole. Les fabricants travaillent sur des solutions permettant de limiter la dispersion des produits pulvérisés dans l'environnement, en particulier grâce à l'utilisation de buses spécifiques en fonction des conditions climatiques. Il existe maintenant des rampes d'épandage permettant d'ouvrir ou de fermer des tronçons de rampes ou même, à la demande, buse par buse. Mettant en œuvre une agriculture de précision, des machines agricoles peuvent même être équipées d'outils de détection pour une reconnaissance de l'état de la végétation sur le terrain, en permettant ainsi de ne traiter que les parties atteintes. Les gains de produits vont de 3 à 4% jusqu'à 50% pour les matériels les plus sophistiqués. Des pistes de progrès existent également pour le développement de nouvelles molécules. La suppression des molécules utilisables qui sont passées au cours des dernières années de 800 à environ 400 pose les problèmes d'augmentation des résistances des parasites et du traitement des cultures orphelines, c'est-à-dire des cultures qu'on laisse sans solution pour lutter contre un bioagresseur, car elles sont de moindre importance économique. L'industrie continue donc la recherche de nouvelles molécules en utilisant plusieurs approches. Ce sont tout d'abord une meilleure analyse des voies métaboliques spécifiques, en même temps que la mise au point de modèles permettant de prédire les réactions à une molécule en voie de développement. La recherche des produits de plus en plus sélectifs afin de limiter les risques éventuels sur la santé. Et enfin, l'amélioration des méthodes de criblage. En effet, si les méthodes de synthèse chimique ont beaucoup progressé, le criblage, que l'on appelle le screening, des molécules reste lourd. Le développement de criblage à haut débit progresse grâce aux techniques d'évaluation de nouvelles substances sur des échantillons réduits, feuilles, plantules et même insectes en boîte de pétri par exemple. Un criblage ciblé dont les molécules seraient conceptualisées en fonction de l'activité biologique recherchée serait un progrès majeur. Ici encore, les progrès dans le numérique sont essentiels, car aujourd'hui, la recherche de nouvelles molécules nécessite d'en tester de 150 000 à 200 000 pour n'en retenir
qu'une seule à la fin. Le frein essentiel au développement de ces nouvelles matières actives en est le coût. Le développement du produit et la constitution des dossiers toxicologiques et environnementaux impliquant un investissement de l'ordre de 200 millions d'euros. Cela ne peut donc être assuré que par de grandes entreprises. De plus, ces entreprises hésitent à investir de telles sommes à un horizon de 10 ou 15 ans du fait d'un manque de visibilité sur les règles d'homologation qui changent très fréquemment. Cet aspect politique est essentiel. Un défi majeur pour l'agriculture est que, comme dans beaucoup de domaines, il y a un écart important entre la réalité technique et le calendrier politique. Pour les traitements, la deuxième approche est le biocontrôle. Le biocontrôle se positionne comme une alternative aux produits phytosanitaires de synthèse. En France, il représente aujourd'hui environ 5% du marché des produits de protection des plantes. Si les agriculteurs l'utilisent encore peu, c'est que son efficacité est souvent inférieure et plus aléatoire que celle des molécules de synthèse. Il y a 4 grandes familles de produits de biocontrôle. Les macro-organismes, insectes, acariens ou nématodes. Un exemple de succès est l'utilisation d'un insecte, le trichogramme, contre la pyrale du maïs sur une centaine de milliers d'hectares en France. La deuxième famille concerne les micro-organismes, bactéries, virus et champignons. Il y a aussi les médiateurs chimiques, phéromones, chéromones et allomones, et enfin les substances naturelles d'origine végétale, animale, minérale ou microbienne. Selon l'Association des entreprises de biocontrôle, les voies de progrès sont l'innovation, l'information, la formation et les politiques publiques et la réglementation. Un des freins au développement de ces produits, comme pour les molécules de synthèse, est le coût des dossiers d'homologation. En conclusion, il apparaît qu'il y a, dans le domaine de la défense des cultures, de grandes possibilités de progrès. Nous aurions les mêmes conclusions pour la lutte contre les adventices, pour le contrôle du stress hydrique et pour les autres défis techniques. Plusieurs technologies peuvent être sollicitées. Des progrès notables sont en cours dans tous les domaines, mais ils sont incrémentaux car il n'y a pas vraiment de technologie de rupture. Une voie de progrès que je n'ai pas évoquée dans l'exposé est le développement de la robotique, actuellement surtout en horticulture et en arboriculture. Il faut toutefois rappeler la révolution en cours, l'apparition des données massives et leur application dans le domaine agricole. Cette révolution a un effet d'accélération dans tous les domaines, l'amélioration des plantes, les outils d'aide à la décision, la recherche de nouvelles molécules phytosanitaires, l'agriculture de précision et la robotique. Du fait du numérique, nous allons aussi vers des innovations organisationnelles. Ces innovations seront d'autant plus rapides qu'elles seront financièrement accessibles du fait de la mutualisation de la demande. Il faudra, comme je l'ai indiqué, que tous les acteurs se mettent d'accord sur les modalités d'utilisation de ces données, ce qui est, me semble-t-il, en bonne voie. Leur utilisation ira souvent de pair avec des changements générationnels. Je vous remercie de votre attention.